Bonjour les premières, j'espère que vous avez la pêche malgré les problèmes pronotes. Alors on va faire l'analyse de l'acte 1, scène 5 du Malade imaginaire. Vous devez vraiment lire la scène avant. Ce que je vous propose c'est juste un extrait. Lire la scène avant pour bien comprendre et puis prendre votre texte pour pouvoir noter tout ce qu'il y a à noter. C'est parti. Alors, le texte qu'on va étudier sur le Malade imaginaire, qui est un extrait de l'acte 1, chapitre 5, pardon pas chapitre, scène 5, est un extrait qui peut vous paraître long, qui fait plus de 20 lignes, mais c'est parce que quand on fait des études au théâtre, notamment ce genre de scène, on est obligé d'avoir une vision un peu plus large, une vision d'ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour commencer, on va faire un petit rappel du vocabulaire théâtral. L'auteur d'une pièce de théâtre, ça s'appelle un dramaturge. Et en fait, il y a deux personnes qui créent une pièce de théâtre. Il y a le dramaturge qui l'écrit et le metteur en scène, c'est celui qui fait représenter une scène par des comédiens. Alors, dans la mise en scène, il faut retenir ça pour toujours. Dans la mise en scène, il y a toujours 5 éléments: décor, costume, jeu des acteurs, lumière, son. Chez Molière, le dramaturge et le metteur en scène sont les mêmes personnes. Ensuite, la parole d'un personnage, ça s'appelle une réplique. Et quand il est tout seul, c'est un monologue. Alors que s'il a une longue réplique, mais face à quelqu'un, ça va être une tirade. Donc une tirade, c'est quand on parle longuement, mais face à quelqu'un. Et un monologue, c'est quand on parle tout seul. La scène d'exposition, c'est la première scène, alors que le dénouement, c'est la dernière. À bien retenir, dans un récit, on parle d'incipit et d'excipit. Au théâtre, on parle de scène d'exposition et de dénouement. L'aparté, ça vous savez ce que c'est. C'est quand le personnage parle à l'intention du public. Enfin, c'est une espèce de convention où on fait comme si les autres personnages n'entendaient pas. Et important, les stichométies. Les stichométies, c'est quand on enchaîne des répliques courtes. Donc en fait, c'est l'inverse d'une tirade. C'est quand on va se parler en enchaînant les répliques. Enfin, la double énonciation, c'est le fait qu'au théâtre, le personnage parle à la fois à un personnage, parfois encore à un deuxième, et aussi au spectateur. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites croire sur scène, si Jean-Paul fait croire quelque chose à Jean-Pierre, mais que Jean-Clément, qui est aussi sur scène, est au courant qu'il y a de la double énonciation, ça va faire rire Jean-Clément, ça va aussi faire rire le spectateur. Donc en fait, il y a plus la parole, elle est à la fois destinée à Jean-Pierre pour le tromper, et aussi au spectateur et à Jean-Clément pour rire de la duplicité de Jean-Pierre. C'est ça la double énonciation. Alors on va voir en quoi la scène que l'on va étudier est une scène de comédie. Alors d'abord, il y a un quiproquo qui se met en place. Donc le quiproquo, ça vient du latin qui pro quo, prendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre ou quelque chose pour quelque chose d'autre. Et ensuite, on verra la résistance de Toinette. En effet, dans cette scène, Argan a décidé de donner un époux à sa fille Angélique. Et Angélique est au début persuadée qu'elle va lui donner Cléante qu'elle aime beaucoup. Donc elle se dit, bon bah c'est bon, je vais aller dans son sens, je vais dire oui, je vous obéis mon père, oui, je vous obéis, puis de toute façon, il va me donner le mari que je veux. Sauf qu'en fait, Argan a pas du tout envie de donner Cléante, a pas du tout prévu de donner Cléante en époux à Angélique, il a prévu de lui donner quelqu'un d'autre. Alors on commence par le début, évidemment. Angélique commence par une circonstancielle de cause. Puisque votre consentement m'autorise à pouvoir vous offrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours. Alors ici, c'est une fausse cause. Angélique, elle fait croire que son père... elle fait croire à son père qu'elle est obéissante, qu'elle va seulement... elle peut lui ouvrir son cœur seulement à cause de son consentement. Et puis elle se trompe également sur lui parce qu'elle pense qu'il consent à ce qu'elle épouse Cléante. Entre parenthèses, vous remarquerez que les tournures qui sont employées, par exemple, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, ce sont des tournures précieuses. Angélique est un pure jeune fille de son époque, donc elle parle comme une précieuse, elle parle de façon un peu détournée, sophistiquée. Par ailleurs, que ce soit son nom, Angélique, ou le vocabulaire de la sincérité qu'employé ici, je ne feindrai point de vous dire, c'est-à-dire je vous mentirai pas, ça montre qu'Angélique fait mine d'être sincère. Alors ici, elle va être prise à son propre jeu, parce qu'elle fait croire qu'elle est sincère, alors qu'en fait, elle sait depuis le début, elle se moque de son père. Donc il y a une espèce de double jeu d'Angélique, puis elle va être prise petit à petit à son propre jeu. Ensuite, regardez, elle parle de son coup de foudre pour Cléante. En effet, elle dit qu'elle l'a vue il y a 6 jours dès cette première vue.
elle a eu de l'inclination. Donc ici, elle veut vraiment dire que c'est très rapide, hein, que Angélique et Cléante se sont vues et se sont plus tout de suite. Et le mot inclination, qui est un mot typiquement précieux, qui veut exactement dire la même chose que penchant. C'est une image, c'est une métaphore qui est passée dans le langage commun, donc ça s'appelle une catachrèse. C'est une image pour dire que son cœur s'incline, son cœur penche vers lui. Et Cléante, son cœur penche vers elle aussi. Argan répond, bon, j'en suis bien aise, c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Très bien, tant mieux si ça vous plaît. Alors ici, il est un peu gonflé, c'est du vocabulaire amélioratif pour rendre positif le fait que Angélique aime vraiment son futur mari, mais il est gonflé parce qu'en fait le fait qu'elle ne l'aime pas, ça va pas du tout changer sa décision. Ensuite, regardons un peu la façon dont Argan présente le jeune homme. C'est un grand jeune garçon bien fait, de belle taille, agréable de sa personne, de bonne physionomie, sage et bien né, fort honnête. Alors ici, on a des stickums ici qui sont évidemment comiques, parce qu'Argan va en rajouter, mais ça va créer un quiproquo. En effet, tout ce que dit Argan, ce sont que des qualités floues. Donc il y a 4 éléments sur le physique, il est grand, jeune et bien fait, de belle taille, agréable, de bonne physionomie. Il dit même pas s'il est blond ou brun, s'il a des yeux bleus, des yeux verts ou je sais pas quoi. Donc ce sont que des éléments vagues. Et ensuite, on a 2 éléments sur son moral. Il est sage, honnête. Ces éléments vagues ne permettent pas à Angélique de comprendre tout de suite qu'on ne parle pas de la même personne. Donc ces éléments vont alimenter le quiproquo. Et du coup, le fait qu'elle réponde automatiquement oui, bien sûr, assurément, tout à fait, ça va lancer le quiproquo de façon encore plus comique avec un jeu de stickom ici. Il y a aussi un comique de caractère parce que Argan est une personne excessive, il en fait trop. En fait, il va dire, il y a une redondance, hein, il dit plusieurs fois la même chose. Ben, on a compris qu'il était beau, le garçon. Hein. Regardez, il est grand ici et il est de belle taille là. Il est bien fait, il est agréable de sa personne, il est de bonne physionomie. C'est de la répétition. Donc en fait, Argan est un personnage qui en fait toujours trop. Enfin, si on voit les réponses d'Angélique. Alors que fait Angélique? Elle fait mine d'être soumise à son père. Enfin, dans les faits, elle l'est vraiment, hein, plus ou moins. Hein. Et ce qu'elle ça montre aussi, c'est que par rapport à son père, elle est sobre. Donc ce sont que des synonymes de oui. Vous savez, c'est le genre de mots qu'on utilise quand on joue à ni oui ni non. Sans doute, assurément, tout à fait. Donc elle est beaucoup plus sobre que son père. Elle le flatte, elle va dans son sens, sans en rajouter. Parce qu'elle a bien compris que Argan avait un caractère tyrannique. Et du coup, il faut pas s'opposer à lui. D'accord ? Alors, enfin, regardez qui est la source d'Argan. Argan utilise un pronom personnel il, sans nommer les gens qui l'ont dit, ça va alimenter le quiproquo. Et ça montre aussi que Argan est quelqu'un qui est sous influence. Et il est sous influence parce que, enfin, il fait ce que les autres lui disent. Il a des espèces de garants et il va agir selon ce que les autres disent. Et alors ça, c'est typique des barbons de Molière. Les barbons, ce sont les vieux messieurs, enfin, les gens qui ont l'âge de marier leurs enfants, qui sont des hommes, et c'est très courant chez Molière que ces barbons soient sous influence. Soit sous influence d'un médecin, soit sous influence d'un faux dévot, ça va être d'un Tartuffe, soit sous influence d'une espèce de fausse idée par peur d'être trompé, ça va être dans l'école des femmes. Donc en général, les barbons sont des gens qui ont un très fort caractère et qui vont suivre quelqu'un et qui vont le suivre de façon complètement excessive. Donc chez Argan, ça va être les médecins. Argan suit les médecins de façon complètement excessive. Alors, dans cette partie-là, le quiproquo va se relever petit à petit. Va se révéler petit à petit. Donc Argan donne une précision. Notre futur mari parle bien latin et grec. Et ensuite rajoute, il sera reçu médecin dans 3 jours. Angélique, pour la première fois, ne comprend pas de quoi il parle. Parce qu'en fait, pour la première fois, Argan donne des éléments plus précis. Donc ça va lever le quiproquo. Alors ensuite, ces éléments qu'il donne quand même précis sont des éléments qui ne sont pas très intéressants pour une jeune fille qui va se marier. La jeune fille n'en a pas grand-chose à faire que son futur mari parle latin et grec. On voit que Argan et Angélique n'ont pas les mêmes critères pour ce futur mari. Alors voyons ensuite comment le quiproquo s'élève. En fait, on a une suite de questions. Lui, mon père, il vous l'a pas dit, mais à vous qui vous l'a dit. Est-ce que M. Purgon connaît? Comment ça, c'est le neveu de M. Purgon? Et quelle Cléante? Les questions vont être de plus en plus précises jusqu'à ce que le quiproquo se lève complètement.
Le quiproquo est levé quand Angélique dit « eh oui ». Il y a une petite ambiguïté sur la réaction de Angélique sur le futur médecin. Donc Argan choisit Thomas comme gendre parce qu'il va être médecin, et Angélique répond « lui, mon père ?» On peut se demander pourquoi Angélique répond comme ça. Alors soit c'est du simple étonnement parce qu'il ne lui a pas dit, soit il y a derrière cette réponse d'Angélique l'idée que vraiment un médecin ça craint. Et donc moi je serais certainement pas tombée amoureuse d'un médecin. L'idée qu'un médecin, pour Angélique, c'est pas le critère qui lui plaît, ça lui plaît pas vraiment. D'accord ? Elle va insister, non vraiment il ne me l'a pas dit, qui vous l'a dit, donc elle a du mal à y croire. Parce que peut-être que pour Angélique, alors ça va être le metteur en scène qui va décider d'appuyer sur ça ou non. Peut-être que pour Angélique, le fait d'être médecin, c'est quelque chose de rédhibitoire. Hein, donc elle fait peut-être une réaction épidermique au fait qu'il soit un médecin. Quoi ? Comment ça, c'est un médecin ? Ah non, j'ai pas envie d'un médecin. Ensuite, intéressons-nous un peu à Monsieur Purgon. Monsieur Purgon, c'est celui qui va faire le... Comment dire ? Qui va arranger le mariage. Monsieur Purgon, il y a un jeu de mots avec Monsieur... avec le fait de purger, qui était à la mode, qui était une technique médicale à l'époque. Monsieur Purgon, on entend aussi Monsieur Purgeon, ou alors Monsieur Purgon, à l'impératif du verbe purger. On peut y voir aussi, éventuellement, si on va très très loin, une référence à la purgation des passions, qui est faite au théâtre, mais c'est plutôt pour la tragédie. Alors si vous me permettez, je vais laisser de côté cette interprétation. Je vous fais au passage, je vous dis au passage que Argan, Angélique et Cléante sont des noms qui sont communs dans la comédie. Ce ne sont pas des noms qui sont vraiment portés par des personnes en général, ce sont des noms qui sont des noms de personnages de comédie, issus notamment de la Commedia dell'arte. Enfin, regardez comment est désigné Thomas Diafoirus, celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Alors ici, c'est une périphrase qui va infantiliser Thomas, et c'est pas la première, il y en aura une autre après. C'est pas Thomas qui va faire la demande en mariage, c'est quelqu'un qui a arrangé cette demande en mariage pour lui. Donc Thomas Diafoirus, le futur mari d'Angélique, paraît comme quelqu'un, comme un gros bébé. Ce sont les papas qui décident pour lui. Donc voilà, c'est vraiment pas très positif. Alors, Argan va dans une longue réplique expliquer qui est Thomas Diafoirus. Et regardez comment est-ce qu'il le désigne, seulement par du vocabulaire familial. Le neveu de Monsieur Purgon, le fils de son beau-père le médecin, ça va être mon gendre, et il va m'être amené par son père. Donc en fait, ce qui intéresse Argan, c'est ses relations. Pourquoi est-ce qu'il veut donner ce mari à Angélique ? Parce qu'il fait partie d'une famille de médecins. On a là ici un thème qui est souvent abordé par Molière dans quasiment toutes ses comédies, le terme du mariage arrangé. D'accord ? Donc Thomas n'est pas désigné par ses qualités, par ses relations, et dans cette longue tirade, Argan va écraser la fille de son autorité. C'est la fin de des stichométies. Argan va donner toutes ses raisons, et là, Angélique va être complètement perdue. Alors, la génération des parents règle tout, regardez. Qui est-ce qui a conclu ce mariage-là ? Monsieur Purgon, Monsieur Fleurant et moi. Le fait de dire en plus Monsieur Purgon, Monsieur Fleurant, ça insiste sur le fait que ce sont des gens plus âgés, des gens plus respectables. Et donc c'est toujours, comme chez Molière, la génération du dessus qui arrange les mariages et qui est complètement ridicule à vouloir tyranniser la génération du dessous. Alors ensuite, on va s'intéresser au prénom quand même de Thomas Diafoirus. Alors, le diaphore, ça veut dire qu'il est supérieur à, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est foirus. Alors attention, je vais vous choquer, la foire, c'est la diarrhée. Quand on dit enfoiré, on parle de colique. Voilà, c'est pas très élégant. Mais diaphoirus, c'est celui qui est supérieur dans la colique. Sympa. On a donc ici un comique de mots sur l'onomastie. L'onomastie, c'est la science des noms. Hein. Alors, regardez ici ce que dit Argan à la fin de sa tirade. Qu'est-ce que vous voilà tout ébobis. Ici, c'est ce qu'on appelle une didascalie interne. Qu'est-ce que c'est qu'une didascalie interne ? Donc une didascalie, c'est une indication de jeu. Et une didascalie interne, c'est quand on ne dit pas Angélique et tout ébobis, mais par contre, dans la parole, dans le dialogue, on sous-entend que l'acteur doit agir de telle ou telle façon. Donc ici, Angélique, on ne dit pas elle est éberluée, elle a plus d'assurance.
En revanche, dans les paroles d'Argan, ça la pousse forcément à jouer la fille qui est Bobby. Donc, évidemment, Angélique, là, elle ne maîtrise plus la situation. Depuis le début de la scène, donc le début, elle commence avant notre texte, hein. Depuis le début de la scène, elle croit qu'elle maîtrise. Elle croit qu'elle joue un bon tour à son père en faisant mine de dire oui à un mari que, en fait, elle aussi a choisi. Mais à partir de là, tout s'effondre. Donc elle perd complètement son assurance. Alors regardez sa réponse. Bah oui, c'est mon père que je connais, que vous m'avez parlé d'une personne et que j'en ai entendu une autre. Ici, c'est la définition du quiproquo. J'ai pris quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Et donc Angélique a été prise à son jeu. Elle, depuis le début, elle était pleine d'assurance parce qu'elle pensait elle pensait connaître le mari que va lui donner Argan. Alors voyons enfin pourquoi est-ce que Toinette répond. Alors ici, il faut voir que Toinette est restée toute seule avec Angélique. En tout cas, Angélique n'entend pas. Alors, que dit Toinette? Quoi? Vous avez fait des dessins burlesques? Vous allez vous marier votre fille avec un médecin? Puis ensuite, mon Dieu. Ici, vous avez reconnu des interjections avec quoi et mon Dieu, et puis des questions. Alors, pourquoi cette ponctuation qu'on appelle une ponctuation forte? Parce que Toinette, elle tombe des nues. Vraiment, elle y croit pas. Enfin, elle est éberluée par la bêtise de son maître. Comment c'est possible de faire une chose pareille, de marier sa fille avec un médecin? Alors, entre parenthèses, hein, qu'est-ce qui l'étonne? C'est que avec tout le bien que vous avez, Argan est quelqu'un de riche. C'est-à-dire pour ça, hein, on va voir avec avec sa nouvelle femme, hein, c'est pour ça que sa nouvelle femme l'aime, c'est quelqu'un de riche. Donc en fait, il n'a pas besoin de faire un mariage d'intérêt. Il n'a pas besoin de faire un mariage d'intérêt, alors Toinette pensait qu'il allait donner à sa fille le mari qu'elle voulait. Alors ensuite, vous auriez fait ce dessin burlesque. Donc burlesque, quand on étudie en tant que registre, burlesque c'est quand il y a un décalage entre le terme qui est comique et le sujet qui est grave. Donc par exemple, je sais pas, enfin bon voilà. Et ici, c'est pas exactement le sens du mot ici qui est employé, hein, mais burlesque, ça veut dire qu'il y a un décalage quelque part, et ça insiste sur le fait qu'Argan est complètement ridicule. D'accord? Argan lui répond: mais de quoi te mêmes-tu, coquine impertinente que tu es? Ici, c'est du comique de mots. Argan va insulter Toinette et peut-être on peut imaginer qu'il y a du comique de geste derrière. Donc ça dépend de la mise en scène, puisqu'elle va lui répondre tout doux, etc. Donc il est fort possible qu'il y ait un jeu de poursuite entre Argan et Toinette, puisque ça va arriver de nombreuses fois dans la pièce. Entre parenthèses, regardez sa réponse oui, ici qui est courte, c'est un mot-phrase oui, qui montre que vraiment Argan ne doute pas. Il ne se remet pas en question, et ça c'est le propre des tyrans. Toinette va lui répondre tout doux. Alors déjà ici on a un comique de mots parce que tout doux ça se dit plutôt pour les animaux, pour les chevaux par exemple. Tout doux, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pourrons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Ici on a aussi un comique parce qu'elle lui parle comme si c'était un animal qu'il fallait calmer. C'est donc du comique de caractère sur l'emportement d'Argan qui a besoin d'être calmé comme un animal énervé, d'accord? Entre parenthèses, vous allez d'abord aux invectives. D'abord ici ça veut dire de prime abord, dès le début, d'accord? Donc on a du comique de caractère parce que Toinette va révéler par ses paroles à quel point son maître est sanguin, à quel point il s'emporte. Enfin, elle va lui demander pourquoi est-ce que vous voulez un tel mariage. Donc elle va lui demander de raisonner, de discuter. En fait, Toinette est une bonne manipulatrice, hein. Toinette, elle va essayer de calmer son maître et de discuter de façon posée pour lui montrer calmement les raisons pour lesquelles il ne devrait pas conclure ce mariage. Alors regardez la raison d'Argan. Une longue phrase là encore pour bien l'écraser avec sa supériorité. Il commence par ma raison. Donc ici, ma raison, on a le déterminant possessif à la première personne, ma, qui montre que Argan ne pense qu'à lui. S'il veut marier sa fille, c'est qu'il a une raison, mais une raison qui est pour lui. Ça vient dans le thème du mariage arrangé. Alors regardez. Ensuite, on a une longue phrase. Ma raison est que c'est la proposition principale. Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je le suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de... Trois choses ensuite, trois raisons pour lesquelles il veut des alliés médecins, afin de m'appuyer sur des bons secours contre ma maladie, afin d'avoir dans ma famille des sources et des remèdes qui me sont nécessaires, et afin d'être à même des consultations et des ordonnances. Ici, on n'a que des marques de la première personne et on ne mentionne même pas Angélique. C'est je suis, je veux, dans ma famille, les remèdes qui me sont nécessaires. Et c'est une longue phrase
qui va montrer qu'il fait un vrai raisonnement. En fait, c'est pas un pur caprice, c'est que vraiment il y a réfléchi. Ça se voit notamment avec le afin de qui donne une cause, une raison. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, regardez, le vocabulaire sur la maladie, c'est que du vocabulaire vague. Il est infirme, il est malade, il a besoin de secours, de remèdes, des consultations, d'ordonnances. Pas un seul moment on ne donne une vraie maladie, un vrai remède dont il aurait besoin, un vrai problème. C'est toujours très vague et ça commence à nous montrer qu'Argan est hypocondriaque. C'est-à-dire qu'il se croit malade, mais c'est une maladie vague. C'est être malade en tant que malade et non pas, je sais pas moi, être diabétique ou avoir une maladie précise. Alors pour répondre, Toinette va utiliser l'ironie. Eh bien, voilà dire une raison. Et il y a du plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Alors ici, on a un peu de la double énonciation, parce que Toinette va dans son sens. Ah bah oui, vous avez bien une raison. Et ensuite, elle fait aussi un petit clin d'œil au spectateur en faisant de l'ironie. Bah oui, voilà, ça c'est une raison qui se vaut. Donc ici, c'est la double énonciation parce que Argan prend ça au sérieux, bah oui, c'est ma raison, alors que les spectateurs comprennent qu'elle fait de l'ironie. Il y a du plaisir à se répondre doucement les uns aux autres, c'est aussi de l'ironie, pour bien dire, bon, vous voyez comme il faut ne pas s'emporter. Ensuite, elle fait une métaphore, mettez la main à la conscience. C'est une métaphore médicale. Vraiment, tâtez votre conscience pour voir comment elle est, d'accord. Et elle va lui demander de répondre vraiment de façon honnête. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, Argan, c'est pas qu'il ment quand il pense être malade, c'est qu'il croit vraiment être malade. C'est pas un mensonge qu'il raconte pour telle ou telle raison, c'est que vraiment, en toute bonne conscience, il pense qu'il est malade. Et regardez ce qu'il va répondre. Comment coquine, si je suis malade impudente. Alors ici, on a une belle réduplication, et même maintenant que j'y pense, un chiasme. Coquine, si je suis malade impudente. C'est une réaction excessivement forte à la question de Toinette, qui montre vraiment qu'à quel point il est sur la défensive, mais en même temps il reste vague, il utilise à nouveau le mot malade, qui est un mot vague. Donc en fait, c'est un tyran, mais c'est un tyran hypocondriaque. C'est un tyran parce qu'il l'insulte, coquine, impudente, comment oses-tu me poser la question? C'est le propre de la tyrannie de ne pas vouloir être remise en question. Donc c'est un tyran, il ne veut pas être remis en question, mais c'est un tyran hypocondriaque. C'est donc un malade imaginaire. Et tout le comique du caractère d'Argan porte sur le fait que c'est un tyran et que c'est un malade qui est malade seulement dans son imagination, un hypocondriaque. Et pour finir, la blague du jour de circonstance sur les médecins. Alors c'est une femme qui rentre chez une femme très jolie, qui rentre chez un médecin qui lui dit, voilà docteur, j'ai un problème. C'est que ça me pose beaucoup de problèmes dans ma vie parce que dès que je suis toute seule avec un homme, je tombe follement amoureuse de lui, je ne peux pas m'en empêcher, et ça finit toujours, je lui donne tout mon argent, je me retrouve sur la paille parce qu'ils prennent tout de moi et je résiste pas, je donne tout mon argent. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un nom? Alors le médecin va ouvrir sa caisse et répond, non, ce n'est pas une maladie, mais c'est une excellente nouvelle. Allez, au revoir.